Bienvenue dans cette nouvelle mouture d'Entre deux gorgées. Aujourd'hui, je reçois un véritable couteau suisse artistique, Hugues Haussmann. Comédien, réalisateur, dessinateur, auteur, la vie est manifestement trop courte pour qu'il ne fasse qu'une seule chose. Tu l'as peut-être vu au théâtre, au cinéma, à la télé, entendu dans des doublages, croisé à l'époque d'Ici Blabla, ou découvert ses dessins et ses calembres d'aide. Derrière tout ça, il y a un univers très personnel, à la fois tendre, grinçant, parfois complètement barré, et toujours humain. On va parler de son parcours, de ses influences, de ce que ça fait de grandir dans une famille d'artistes, de ses films, de ses livres, de ses dessins, et de la place de l'humour quand le monde part un peu en vrille. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé, une bière. On ouvre grand la porte de l'univers Hugues Haussmann. Bonne rencontre. Bonjour Hugues. Salut, Comment ça va? ça va super. En pleine forme? Oui. Eh bien Hugues, dis-nous un peu, d'où viens-tu? Alors, moi je suis né à Verviers. J'ai vécu la majorité de ma vie jusqu'à présent à Bruxelles et depuis quelques années, je suis à Lutre, entre Charleroi et Nivelles. Et comment était le petit Hugues? Chevelu, blond. Je pense que c'était un gamin, comme beaucoup de gamins, un peu insouciant et curieux. Et je pense déjà à l'époque créatif. Et tu as commencé ta créativité par quoi? Puisque tu es multicasquette. Oui, inévitablement par le dessin, vu la famille dans laquelle je suis né. Je pense que je dessinais avant de savoir marcher. Et puis après, alors je vais essayer de résumer. À l'âge de 10 ans, j'ai tourné dans un film, un long métrage de André Grignard, un réalisateur verviétois, qui était ami avec mon papa et qui cherchait un gamin d'une dizaine d'années. Et c'est après que ma mère m'a demandé si ça m'intéressait pas de suivre des cours de théâtre. Mes parents étaient aussi comédiens et musiciens. Ma mère avait fait le conservatoire. Et moi, je savais pas qu'on pouvait étudier, que ça pouvait être un métier. Et donc j'ai dit oui. Et voilà, je suis toujours comédien à l'âge de 55 ans. Ton papa est le célèbre René Haussmann. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir un père célèbre comme lui? Alors la célébrité, rien. Mais par contre, mon père était un homme extraordinaire et ça m'a apporté énormément d'amour, de bienveillance, de confiance et de bons principes, des bonnes valeurs. Mais c'est grâce à l'homme, pas grâce au fait qu'il soit célèbre. Quand as-tu compris, enfant, que ton père n'était pas seulement ton papa, mais René Haussmann? Est-ce qu'il y a eu un moment déclic? Alors, non, c'est très étrange, non, parce que quand tu nais dans une famille d'artistes et de gens relativement connus, pour toi, c'est le quotidien, c'est normal. Je veux dire, quand je rentrais à l'école, si Franquin était à la maison, c'était normal. Plus tard, avec Didier Comès, qui était mon beau-père, ma mère s'est remariée avec Didier Comès plus tard, ça m'est arrivé de rentrer de l'école, il y avait Hugo Pratt dans le salon, et c'était normal. C'est après, c'est à l'âge adulte qu'on, rétrospectivement, on se dit, si j'avais su toutes les questions, j'aurais posé, mais quand on est gamin, c'est normal, c'est des amis de la famille, et puis, voilà, tu te poses pas plus de questions que ça, en fait. Tu as plusieurs casquettes, comme je le disais tout à l'heure. Tu es acteur, réalisateur, auteur, dessinateur. Laquelle de ces casquettes a pris la main en premier? Alors,
comme je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours dessiné, et j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et quand c'est ouvert à moi le métier de comédien, ça, j'ai vraiment mordu à l'hameçon, parce que je me suis rendu compte que je pouvais écrire des histoires et les jouer, mais je pouvais jouer les histoires des autres. Et donc il y avait tout un monde à découvrir en théâtre classique, en théâtre moderne. Je me considère intrinsèquement comme comédien, même si je fais d'autres choses à côté. C'est d'abord comédien. Le premier rôle qui t'a vraiment marqué? Le premier rôle qui m'a vraiment marqué, c'est parce que ça a été aussi le début de toute une succession de choses. C'est en 92, j'ai fait un seul en scène au Grand Théâtre de Verviers qui s'appelait Fin de journée, qu'on avait écrit avec un ami, et qui a été le déclencheur de beaucoup de choses. C'est grâce à ça que j'ai travaillé après pendant 8 ans avec le Théâtre du Papyrus, qui est une compagnie de théâtre pour enfants, où j'ai fait mes armes aussi. Et ça a été certainement le rôle fondateur de ce qui a suivi. Après, j'ai eu la grande chance de jouer Elephant Man en 96, qui a été une magnifique expérience. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer aussi bien dans du théâtre sérieux, avec un grand metteur en scène qui s'appelle Alexandre Drouet, dont on a fait quelques spectacles ensemble. Et à côté de ça, j'ai aussi pu faire de la pure comédie, notamment avec Stéphane Cuvelier, avec Didier Bocquelinville, des vaudevilles modernes, où c'est aussi une autre école, parce que là, on apprend la rythmique de l'humour sur scène. Et c'est très, très compliqué. Et donc, c'est une très, très bonne école aussi. Quand tu construis un personnage, tu commences par quoi? Le regard, la voix, le corps? Ou est-ce que tu parviens à dessiner quelque chose de préparatoire qui te révèle? Alors, tout part d'abord du texte, de l'histoire. Je reviens à chaque fois à ça, mais c'est l'histoire d'abord. L'histoire, qu'est-ce que le personnage fait dans l'histoire? Qui est-il par rapport aux autres personnages? Et alors, une fois l'analyse du texte faite, on se dit, mais tiens, le personnage, il pourrait avoir cette posture-là, ces habits-là, et on commence à le construire comme ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Mais tout part du texte, que ce soit un texte classique ou un texte contemporain. C'est d'abord le texte, l'histoire, qu'est-ce que ça raconte, et qu'est-ce que le personnage fait dans cette histoire-là. Et quel est son rapport aux autres personnages, parce que sa relation avec les autres personnages, ce que les autres personnages peuvent dire de lui, va forcément entrer en compte dans la création du personnage. À quel moment décides-tu qu'une idée deviendra un film, une scène, une nouvelle ou un dessin? Alors, au niveau de l'écriture, alors j'ai pas écrit énormément de choses. J'ai fait beaucoup de nouvelles. J'ai fait un roman de science-fiction, parce que j'adore la science-fiction. Là, par exemple, pour le roman, j'avais le début, j'avais la fin, je savais plus ou moins ce qui se passait, et ça s'est fait un peu en écriture, alors je vais pas dire automatique, mais instinctive. Et puis, ça, chaque écrivain te le dira, écrire, c'est réécrire. Si tu t'écris un truc, tu reviens sans cesse dessus, tu modifies, tu réécris, tu changes, enfin, jusqu'à ce que ce soit prêt. Et sans savoir si c'est prêt un jour d'ailleurs, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Au niveau des dessins, alors moi je fais principalement du dessin d'humour. C'est une idée, c'est un mot, c'est pour pouvoir tordre un mot ou une expression de la langue française, essayer de l'emmener autre part. Et pour ça, il faut beaucoup dessiner. Il y a beaucoup de choses qui finissent dans ma poubelle. Mais parfois, oui, il y a un mot, une expression sur laquelle je travaille, que j'essaie d'imager, de détourner.
Et parfois, c'est le contraire. Parfois, je commence à dessiner sans savoir où je vais, et c'est le personnage que je dessine qui va m'amener l'idée. Et bien souvent, il m'amène rien du tout, et ça finit à la poubelle. Tu parles justement de ton inspiration. C'est quoi pour toi ton inspiration? Qu'est-ce qui te touche? Tu dis un mot, et pourquoi ce mot-là? Pourquoi cette vision-là? Alors, est-ce qu'il y a des thèmes récurrents qui te touchent plus que d'autres? Non, alors, dans mes nouvelles, et c'est après coup que je me suis rendu compte que toutes mes nouvelles, d'une façon ou d'une autre, parlent de la solitude. Alors, il faudrait peut-être que je me couche sur le divan d'un psy pour savoir ce que ça cache, mais c'est après les avoir écrites que je me suis dit, ah mais c'est vrai que quand les éditions Le Miroir ont publié le premier recueil de nouvelles, Loin du monde, je devais faire un 4e de couverture, et donc l'éditeur m'a dit, voilà, fais un texte. Et c'est là, en relisant toutes les nouvelles, je me suis dit, mais ouais, le point commun de chaque nouvelle, c'est la solitude. Pourquoi? Je ne sais pas. Et quant au dessin, alors j'aime bien les jeux de mots pourris, ça me fait rire, et j'ai un esprit qui peut très très vite détourner ce que la personne avec qui je parle me dit sur un mot. Tout de suite je peux l'imaginer en dessin, je peux, alors pas tout le temps, mais ça m'arrive souvent, au détour d'une phrase, de me dire, ah, ok, ça, ce mot-là, si on change une lettre, ou on le place dans un contexte différent, ça peut donner un dessin. Et j'ai cette gymnastique du cerveau qui parfois épuise mes proches, mais c'est comme ça. Étant un grand fan de science-fiction, peux-tu nous parler de ton roman de science-fiction que je ne connais pas? Alors, moi je suis un grand fan de Star Wars. Depuis que j'ai 7 ans, c'est le film qui m'a donné envie d'être comédien, mais à l'époque je savais pas qu'on pouvait le faire, comme je disais tout à l'heure. Mais donc c'est un roman très fort influencé par ce prisme-là de la science-fiction. C'est pas du tout 2001 Odyssée de l'espace ou Seul sur Mars, c'est un truc plutôt d'aventure. Et c'est l'histoire. Alors le schéma est très classique, c'est l'histoire d'un gars très solitaire et égoïste qui va finalement se retrouver à la tête d'une révolution contre un tyran. On va résumer ça comme ça. Mais comme dans la plupart des romans de science-fiction, même si c'est un récit d'aventure, et si on veut lire qu'un récit d'aventure, il n'y a pas de souci, mais ça parle du monde dans lequel on vit. Ça parle du racisme, des trusts, que ce soit pharmaceutiques, pétroliers, etc. Il y a ce sous-texte-là sous-jacent, et si on le voit pas, ce n'est pas grave, mais ça raconte quelque chose de notre monde. Quels sont tes auteurs de science-fiction favoris? Alors, bizarrement, je ne lis pas beaucoup de science-fiction. J'ai beaucoup aimé, enfin c'est un euphémisme, les androïdes reptiles de moutons électriques de Philippe K. Dick, qui a donné par la suite Blade Runner, et le roman est très différent du film, et j'adore le film, mais le roman est extraordinaire. Et il y a un roman qui m'a marqué quand j'étais petit, et il faudrait que je le relise maintenant, je pense que c'est pas très bien écrit, mais c'est un roman qui m'a marqué à l'époque, qui s'appelle Férida, l'île du bonheur. C'est une femme qui a écrit ça, et je ne saurais même plus te dire son nom, honte sur moi. Mais je sais que quand j'étais gosse, c'est un bouquin qui m'a marqué. Et alors, un troisième, c'est je ne sais plus non plus l'auteur, je suis désolé, mais un roman qui s'appelle Guêpe, comme l'animal, Guêpe, et qui est pour moi une merveille de récit. C'est quoi la différence entre faire un film, faire une BD, des dessins, écrire un texte, jouer un rôle? Alors, l'énergie, le temps, parce que écrire, ça peut prendre énormément de temps. Comme je le disais tout à l'heure, écrire, c'est réécrire, et ça vaut pour une nouvelle, pour un roman ou pour un scénario de film. Le problème avec le cinéma, c'est que ça prend énormément de temps à monter, trouver les budgets. Alors moi, j'ai fait beaucoup de choses sans budget ou avec des budgets ridicules, mais ça prend énormément de temps parce qu'il y a
quand on voit le film fini, on s'imagine très peu tout le travail qu'il y a avant. C'est-à-dire qu'il y a toute la préparation. Bon, il y a l'écriture forcément, il y a la préparation du tournage, il y a le storyboard pour ceux qui en font, il y a les répétitions, il y a le tournage en lui-même, et finalement le tournage du film, c'est la partie la plus courte. Parce qu'après, il y a la post-production, c'est-à-dire le montage, le mixage, la colorimétrie, et puis il faut trouver un distributeur, et c'est très très compliqué. Alors que la littérature est plus abordable parce que vous êtes seul face à une feuille blanche ou à votre clavier, que vous pouvez, et en dessin c'est pareil, vous pouvez inventer les mondes que vous voulez. Si vous avez un tant soit peu de talent, vous l'écrivez ou vous le dessinez, mais vous êtes seul avec vous-même. Au cinéma ou au théâtre, c'est toute une équipe qui est autour. Donc vous ne dépendez pas que de vous-même. Est-ce que le dessin t'a appris quelque chose pour diriger des acteurs? Ouais, mais alors, tu parlais des différentes casquettes. En fait, chacune de mes casquettes, hein, on va appeler ça comme ça, nourrit l'autre. C'est-à-dire que le dessin nourrit la réalisation, le fait que je sois comédien nourrit aussi la réalisation, mais nourrit aussi mes dessins sur les personnages. L'écriture forcément influence tout. Je m'en répété, mais c'est d'abord une histoire. Ou en l'occurrence, si c'est un dessin d'humour, c'est l'idée prime. Alors pour les dessins, j'essaie que ce soit un temps soit peu joli, alors j'ai le graphisme que j'ai. On n'aime pas, mais c'est l'idée qui prime. L'idée. Alors moi, mes dessins, c'est toujours une seule case, à de rares exceptions près, mais c'est à 99% une seule case, une seule idée qui doit être lisible immédiatement. L'idée doit être directe, ça doit être immédiat. Et surtout à l'époque à laquelle on vit, où tout va vite et où tout doit aller vite, il faut que ce soit immédiat. Donc ça, c'est. Mon père me disait souvent, tu fais ce qu'il y a de plus difficile en dessin parce que c'est difficile de faire simple. Et je pense que c'est pareil dans tous les arts, c'est difficile de faire simple. Et synthétiser une idée, un gag, un jeu de mots, une situation en un seul dessin, parfois ça prend la tête, oui. Mais pour revenir à ta question, oui, toutes les casquettes s'influencent les unes les autres. Et je pense que c'est riche, justement. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle Ensemble. Que peux-tu nous en dire? Alors, c'est un projet qui remonte à quelques temps. C'est un bouquin plutôt jeunesse, mais aussi pour les parents, qui parle des familles recomposées, qui sont hélas beaucoup plus répandues maintenant que quand nous on était petits. Mais c'est l'histoire d'un gamin qui passe le week-end chez son papa. Donc ça commence le vendredi à la fin de l'école et ça finit le dimanche quand le papa reconduit le gamin chez la maman. Et c'est sans parole. Et c'est ce super week-end que ce gamin passe avec son papa. Et l'idée est venue parce que moi-même je suis toujours papa et j'étais séparé de la maman de ma première fille et voilà, j'avais envie de parler de. J'avais envie de parler de ces familles brisées qui, malgré la tristesse, peuvent encore vivre des belles choses. En parlant de famille, tu n'as jamais voulu écrire, filmer, raconter, dessiner quelque chose à propos de ton papa? On a fait un album ensemble avec mon papa il y a longtemps de ça. L'éditeur liégeois Noir Dessin avait proposé à papa de reprendre son personnage Zuni, la petite bonne femme préhistorique. Et oui, des gags en une planche. Et mon père n'était pas du tout à ça à cette époque-là. Et il me dit, mais est-ce que tu voudrais pas toi faire les scénarios? Et donc j'ai fait les scénarios de cet album, dont certaines planches ont été diffusées dans Spirou d'ailleurs, les planches les moins
hautes, les moins dures. Et donc, pendant un an, c'était très gai parce qu'on a dédicacé en festival avec papa. Et c'était chouette de dédicacer ensemble. Et là, il se trouve que Nathalie, son épouse, a retrouvé un scénario que mon père avait écrit en 88, si je ne me trompe, et me l'a proposé. Et donc je vais voir si j'y arrive, parce que j'ai pas le talent de mon père, mais il faut que je me l'approprie, et je vais essayer en tous les cas de faire quelque chose avec ce scénario de mon papa. Mais on part dans l'inconnu. Et en tant que comédien, sur quoi travailles-tu actuellement? Sur quoi je travaille pour le moment? Alors j'ai une lecture d'un spectacle à l'heure où on parle, c'est la semaine prochaine. Quand ceci sera diffusé, ce sera déjà passé. Mais je peux encore rien en dire parce qu'on ne sait pas où on va et voilà. Le texte est très très bien. De nouveau l'histoire. Hein. C'est un truc à deux personnages et une histoire de couple, la base. Mais le texte est vraiment bien et on va voir ce que ça va donner. Si tu pouvais remonter dans le temps et rencontrer le petit Hugues quand il avait 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Accroche-toi. Et je lui dirai ce que j'ai tatoué sur mon bras. Ne renonce jamais. Attends, avec le recul, oui. Si tu pouvais revoir ton père, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qui me manque. Et je dirais que la vie continue malgré tout. Et que la vie est belle malgré tout. Et qui ne doit pas s'inquiéter de là où il est. Alors, Hugues, pourrais-tu résumer ta vie en 30 secondes chrono? Stop. Alors, c'est l'histoire d'un gamin issu d'une famille d'artistes, aimante, bienveillante, qui a toujours eu comme exemple des bonnes valeurs, le plaisir du travail accompli comme un artisan, qui a vécu des hauts et des bas dans sa vie personnelle, beaucoup de hauts quand même, avec beaucoup de chance, et qui a été comédien, qui a rencontré des grandes personnes, des belles personnes, qui a dessiné, qui a écrit, qui a fait en fait tout ce que le gamin voulait. Comment considères-tu ton métier? Plutôt comme plutôt comme un artisan, ou pourquoi tu le fais? Oui, ça c'est l'éducation qu'on a eue avec mes frères. C'est que une chose qui mérite d'être faite mérite d'être bien faite. Et donc on a toujours fonctionné comme des artisans. Les frères comme moi, dans la mesure où on travaille pas pour la gloire, on travaille pour le travail bien fait. Que nous, on soit contents du travail qu'on fait, mais que les personnes pour qui on fait ce travail soient contentes. Et c'est la plus belle des récompenses. C'est pas la gloire, c'est c'est pas la notoriété qui importe, c'est la reconnaissance du travail. Si tu devais expliquer ton métier, tes différents métiers, à un enfant de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais de manière succincte? Je dirais, tu vois bonhomme, moi dans la vie, je joue. Quel a été ton plus beau ratage créatif? Alors, bon, je ne veux pas donner de nom, mais je trouve qu'il y a pas mal d'années, j'ai joué une magnifique pièce d'Ibsen, Une maison de poupée, avec une très mauvaise metteur en scène, et c'était un fiasco. Et pourtant, moi, je faisais le docteur Rank, qui est un rôle secondaire dans la pièce. Quelle magnifique pièce de théâtre, quel magnifique personnage, et quel ratage. Pourquoi ça a raté? Pourquoi ça a raté? Parce que la metteur en scène n'avait pas les épaules pour, le comédien masculin principal n'avait pas les épaules pour, et parce que c'était très mal organisé et
Et ça aurait pu être très bien, et c'était pas très bien. Tu peux voler pour une journée le talent d'un autre, vivant ou mort. Tu prends quoi et tu en fais quoi? Euh, alors il faudrait aller vite. Je prends le talent de Bill Watterson et je fais une BD. Bill Watterson, qui est le dessinateur de Calvin et Hobbes. Si tu pouvais choisir dîner avec 3 personnes, vivantes ou mortes aussi, qui choisirais-tu? Ben, je préférais les vivantes. Avec qui? Euh, c'est une bonne question. J'aimerais bien dîner. J'aimerais bien dîner. Alors là, c'est sur le moment, mais j'aimerais bien dîner avec Sébastien Marx, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aimerais beaucoup dîner avec Zazie, qui est une chanteuse que j'aime beaucoup. Et après, il faudrait que toutes ces personnes-là s'entendent. Et sans doute avec Christopher Nolan. Si tu étais un trait de dessin, lequel te représenterait le mieux aujourd'hui? Un trait au pinceau légèrement courbe. Si tu étais un plan, lequel est ta signature intime? Si j'étais Un plan. un plan. Un plan séquence. Si tu étais un carnet, que trouverait-on dans les 3 premières pages? Plein de croquis, plein d'idées, bonnes, mauvaises, mais oui, beaucoup de scrabuccia, d'idées en vrac et de croquis. Finalement, c'est quoi être un acteur? Alors, sérieusement, c'est se mettre au service d'un personnage et d'une histoire, mais intrinsèquement, c'est retrouver l'enfant qu'on était et jouer. Plateau ou atelier? Plateau, Storyboard ou repérage d'abord? repérage, Première prise ou prise 12? première prise, Noir et blanc ou couleur? noir et blanc, Impro cadré ou texte millimétré? texte millimétré, Crayon ou caméra? crayon, Silence ou musique discrète? j'ai pas compris, pardon, Silence ou musique discrète? musique discrète, Scène unique qui claque ou mosaïque d'instantané? mosaïque d'instantané, Fin ouverte ou fin qui ferme? fin ouverte. Eh ben Hugues, sautez! Assis autour d'un verre, un instant suspendu, les mots prennent l'air, un regard inattendu. On refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent au gré des évidences. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les hommes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile, les voix se mêlent, les puissants.